déroulé en plusieurs temps pour pouvoir être sûr que on puisse échanger sur les mêmes notions. On va refaire un petit topo sur qu'est-ce que l'émergence et son intérêt dans l'ostéopathie. Et puis en plus, du coup, ensuite, on mettra en place les perspectives qu'on a mis nous en place cette année. Donc à la fois nos publications, notre travail de recherche, on a mis en place un protocole de recherche. Et puis du coup, ensuite, on se donne un temps d'échange. Donc notre démarche, elle s'inscrit dans une perspective épistémologique, toujours en tension entre la science et la philosophie. Notre souhait est pouvoir aborder rationnellement en ostéopathie ce qui semble échapper à la science de la mesure. Alors, pour recontextualiser un petit peu, on va donc parler d'émergence, bien entendu. Donc l'émergence, c'est un concept philosophique qui s'est développé au XIXe siècle en Angleterre, notamment par l'intermédiaire d'un logicien qui s'appelle John Stuart Mill. Et du coup, cette réflexion, elle se révèle être un outil philosophique prometteur pour constituer et défendre une voie médiane entre à la fois un réductionnisme et un dualisme. Ce concept se résume avec l'adage d'Aristote qui dit que le tout est plus que la somme de ses parties. Donc, une des forces de l'émergence, c'est de s'intéresser à la nature de la relation au sein d'un système complexe. Alors, avant de plonger dans l'ostéopathie, et pour bien comprendre de quoi on va parler, je vais prendre l'exemple bien connu de l'émergence de la vie, et plus particulièrement l'exemple de la cellule. C'est-à-dire pour pouvoir vous représenter facilement ce qu'est l'émergence, je vous invite à vous imaginer ce que peut être l'émergence de la vie à partir d'un amas physico-chimique euh, qui permettrait à la vie d'advenir. Un des autres exemples qu'on donne souvent dans l'émergence, c'est l'émergence de la conscience qui émergerait d'un amas de cellules neuronales, voilà, pour faire simple. Voilà, donc gardez bien à l'esprit cette image pour avoir une idée plus claire de ces concepts. Donc cette idée d'émergence, avec l'exemple de la cellule, elle nous permet de mettre en évidence qu'il y a une dépendance entre l'ensemble moléculaire que peuvent constituer la cellule et en même temps une indépendance, une irréductibilité par rapport aux propriétés de la cellule. C'est-à-dire qu'on retrouve des propriétés dites émergentes de la cellule, telle la vie, qu'on ne pourrait pas déterminer et prédire, même si on connaissait toutes les propriétés des éléments du système, des éléments des molécules. Donc aujourd'hui, pour notre recherche, on s'appuie essentiellement sur les travaux d'Anne Fagot-Largeau et d'Olivier Sartenaer, qui définissent l'émergence. Donc on va essayer de donner une définition un peu pompeuse, mais qui définit bien ce qu'est l'émergence. Donc certains tout, c'est-à-dire certains systèmes naturels qui sont conçus comme la collection, l'agrégation d'entités en interrelation, manifestent des propriétés qui transcendent la simple agrégation de leurs constituants sous-jacents. C'est ce que je viens tout simplement d'expliquer avec la cellule. Hein. Les propriétés cellulaires dépassent la simple propriété des cellules qui la constituent. De tels systèmes naturels possèdent des propriétés qualifiées d'émergentes, en ce sens que leur existence ne peut être extrapolée ou anticipée sur la base d'une connaissance, fût-elle exhaustive, des propriétés des parties du système. Donc on peut identifier le fait que cette posture, ce concept philosophique, se différencie de la science réductionniste classique qui considère que on va analyser un système en découpant toutes les parties et qu'en réussissant à comprendre le fonctionnement de toutes ces parties, on va en déduire et en comprendre tous les fonctionnements du système en entier. Alors, une des questions qui se pose quand on étudie l'émergence, c'est finalement qu'est-ce qui émerge?
Alors, on peut identifier plusieurs choses. Pour l'instant, on va utiliser le terme de choses. Donc, on a la propriété qui peut être émergente. C'est celle qui n'est pas réductible aux propriétés des éléments du système. On peut avoir le système qui est émergent. Donc, pour le coup, dans notre recherche, ça sera le système patient-thérapeute. On a un effet ou un phénomène qui peut être émergent. Dans la manifestation, il y a au moins un système émergent. Et puis ensuite, on peut avoir des lois qui sont émergentes. Alors, ça, pour le coup, on le met de côté. Nous, ce qui nous intéresse, ça sera plutôt soit une propriété, soit un phénomène, soit un système. Alors, pour qu'on puisse qualifier un phénomène, un système ou une propriété d'émergente, Olivier Sartenauer nous propose 3 critères qui vont nous permettre de caractériser si effectivement il y a émergence ou non. Donc la première caractéristique, c'est la survenance. Donc c'est un concept à la fois trivial et compliqué. Globalement, il sous-tend l'idée d'un monisme de la structure. On parle aussi de physicalité, à ne pas confondre avec le matérialisme qui préside au scientisme du 19e siècle, ce en quoi l'émergence s'oppose. Alors, la survenance, c'est en fait un phénomène qui dépend de cette physicalité. On reprend l'exemple de la cellule, c'est-à-dire que la vie ne peut advenir que si elle s'appuie sur euh, euh, la physique et la chimie. C'est ça la survenance. C'est-à-dire qu'en fait, le phénomène dépend d'une entité qui serait inférieurement, qui serait, pardon, excusez-moi, hiérarchiquement organisée inférieurement. C'est-à-dire que euh, ce phénomène ne va pas advenir de manière surnaturelle euh, ni de manière transcendante. Elle va s'incarner dans la matière. Donc cette survenance, elle garantit ce qu'on appelle le monisme, qui se différencie du dualisme. On n'aurait pas d'un côté la matière et de l'autre côté l'esprit. Un autre critère, c'est le holisme. Alors, étymologiquement, le holisme, c'est ce qui constitue l'ensemble. Ça permet d'identifier la propriété du système en tant qu'un ensemble et non pas comme étant la somme des propriétés des parties du système. C'est cette propriété que l'on considère l'émergence de la nouveauté. C'est avec le holisme qu'on peut parler aussi de nouveauté. Et puis on a ce troisième critère qui est la causalité descendante. C'est-à-dire qu'il y a une action causale, un émergent peut avoir une action causale rétroactive sur les parties qui la constituent. Pour reprendre l'exemple de la cellule, certaines propriétés de la cellule vont avoir une action causale rétroactive sur la cellule. Donc le niveau supérieur du système va avoir une action sur le niveau inférieur. Donc si on veut extrapoler un petit peu avec l'ostéopathie, on pourrait imaginer, c'est une de nos hypothèses, que en fait, la perception ostéopathique que nous avons de notre patient va nous permettre d'avoir une action causale sur notre patient. On détaillera ça par la suite. Alors, comme on a vu, l'émergence, elle est également intimement liée avec ces notions de nouveauté. Donc, pour pouvoir caractériser une nouveauté, on a aussi 5 critères. Donc, le premier critère, c'est l'imprévisibilité associée à la contingence. L'imprévisibilité, c'est ce qu'on ne peut pas anticiper. Et la contingence, elle définit en fait ce qui pourrait être autrement ou qui pourrait ne pas avoir existé. Il y a donc quelque chose qui surgit de cette imprévisibilité. Et au niveau philosophique, il y a donc associé à ça un principe d'incertitude qui se différencie justement de l'approche mécaniste, où il n'y aurait qu'une cause qui détermine nécessairement un seul effet. Voilà, donc ça revient à dire que dans la nature, il y a une sorte d'indétermination et d'incertitude. Le deuxième critère, c'est la dimension systémique.
Donc là, on rejoint le holisme qu'on a vu tout à l'heure. Donc la nouveauté est de l'ordre de la mise en interaction. Il ne peut y avoir de nouveauté que s'il y a interaction. Elle est inscrite dans un réseau de communication. Voilà. Et elle dépend de la complexité des formes d'interaction. Donc il va falloir distinguer une nouveauté d'une variation grâce à ces critères. C'est ce qui va nous permettre de faire vraiment cette distinction entre, il y a juste en fait un changement qui se passe dans le système, on ressent par exemple chez notre patient juste une variation, ou est-ce que c'est réellement une nouveauté? Le troisième critère, c'est la finalisation. Donc l'objectif, c'est de trouver une fonction qui lui permette une pérennité dans le temps. Cette nouveauté, elle va vraiment avoir un intérêt parce qu'elle va s'inscrire dans un phénomène de temps. Pour donner un exemple, par exemple dans les écosystèmes, quand il y a dans un écosystème naturel une entité nouvelle qui rentre dans l'ensemble de ce système, dans cet écosystème, elle va avoir une modification sur l'ensemble de l'organisation de ce système. Et cette modification va avoir une conséquence dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une modification qui se fait à un instant T. Il va y avoir vraiment une pérennité. Ensuite, le quatrième critère de cette nouveauté, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une sorte de stabilité, malgré le fait que ce système soit traversé de flux. C'est-à-dire que même s'il y a certaines variations, il y a une certaine pérennité de ce système. Alors que ce soit au niveau d'un écosystème, d'un organisme. Et ça fait un lien avec le deuxième principe qu'on a vu, la dimension systémique. Voilà. Le dernier critère, c'est donc le critère de l'intégration. Il y a donc une nouveauté qui est vraiment intégrée dans le système. Il y a donc la production d'une réalité consistante, voilà, qui persévère dans son existence. Voilà, donc c'est des notions qui sont un peu denses à intégrer, mais ça me paraît nécessaire pour essayer de recontextualiser un peu l'enjeu de cette réflexion qui est la nôtre. Voilà, alors concrètement, quelles sont les conséquences pratiques de ce concept philosophique? Donc, il y en a plusieurs, on peut en résumer certaines. C'est déjà repenser une méthodologie de recherche qui permette de mettre en évidence à la fois la nouveauté et la singularité. L'objectif de la science, dite réductionniste classique, c'est de pouvoir mettre en évidence une sorte de répétabilité. Et du coup, forcément, quand il y a un aspect de nouveauté et de singularité, c'est difficile. Et du coup, la science caractérise ces événements comme des événements non scientifiques. Alors justement, l'objectif, c'est, avec ce concept philosophique, c'est de pouvoir justement appréhender cette nouveauté et cette singularité. Voilà, ça permet également donc en science une remise en cause de nos certitudes et puis de nous faire prendre conscience qu'on va être obligé de composer avec l'incertain quand on travaille avec le vivant. D'une certaine manière, on le verra aussi un petit peu par la suite, on prend plus facilement en considération le fait que notre perception ostéopathique devient un outil malléable qu'on peut utiliser dans la prise en charge avec les patients. Et puis, bien sûr, une posture un peu plus éthique. C'est-à-dire que forcément, quand on compose avec l'incertain et qu'on se rend compte qu'effectivement, on est obligé de composer avec l'incertain, ça nous rend quelque part d'une certaine manière un peu plus humble. Ça évite d'énoncer des vérités en se positionnant de manière radicale. Voilà. Alors, je m'excuse un peu pour cette première présentation un peu dense. On va avancer un petit peu plus et puis on va donc discuter de ce qu'on a, comment ça a évolué pour nous depuis ces quelques années. La dernière fois qu'on s'est présenté devant l'académie pour discuter de tout ça. Donc nos publications. En fait, on a participé en janvier 2020 à la 7e journée Complexité et désordre, organisée par l'UFR de physique de Paris Diderot, avec donc à la clé un article qui est disponible en français sur le site Ostéo 4 pattes, donc que vous pourrez retrouver. On a pu également participer en mars 2019 à un colloque sur l'émergence à l'ICES de La Roche-sur-Yon.
dont vous pouvez trouver également les actes disponibles sur Internet, où on a également publié donc un article qui s'appelle La philosophie de l'émergence et de la complexité au service de l'ostéopathie, à la recherche d'une épistémologie de l'ostéopathie en dialogue avec la philosophie contemporaine. Alors au début, on a été assez euh, tendu à l'idée de devoir présenter nos projets à un niveau universitaire. Et finalement, on a été très surpris de la manière dont ça a été reçu. On a eu, avec grand étonnement, des encouragements et une forme d'intérêt de la part des universitaires pour pouvoir mettre en pratique justement cette perspective philosophique. Et ce qui nous a aussi souvent surpris, c'est la manière dont ces universitaires avaient la manière de recevoir ce concept et notre intérêt. On avait l'impression que des fois, ils étaient beaucoup plus ouverts et beaucoup plus enthousiastes que certains ostéos à qui on peut partager nos recherches. Donc du coup, ça nous a quand même conforté dans l'idée que c'était quand même un travail intéressant à faire. Et par rapport à ces publications, on a aussi en ce moment un dossier qui est très attendu. Pour l'instant, il est en relecture à la commission éco de l'Académie et dont on espère la parution la plus rapide possible. Voilà, donc ça fait bientôt 3 ans et demi qu'on réfléchit, qu'on essaye de mettre en perspective à la fois tous ces concepts philosophiques qui sont assez denses, et en même temps, l'ostéopathie, on a bien conscience qu'il y a dans ces concepts une résonance avec notre pratique. Euh, on avait du mal à rendre ça de manière tangible. Ça s'était resté de l'ordre de la théorie. Et du coup, on a mis en pratique cette année un protocole expérimental pour justement essayer de voir comment ces concepts théoriques pouvaient s'appliquer directement à notre profession. Alors, avant de vous proposer un PowerPoint pour vous permettre de suivre ce protocole expérimental, je vais juste revenir sur quelques prérequis qui vont vous permettre de bien cerner en fait l'enjeu de notre démarche. Donc, dans notre protocole, on considère le patient comme un tout, comme un système complexe. Et du coup, à la fois le patient et l'ostéo sont considérés en tant que tels comme deux systèmes complexes. Donc, dans la relation thérapeutique, s'installe un métasystème, on pourrait dire, qui intègre à la fois ce système complexe qu'est le patient et l'ostéopathe. Et du coup, de cette relation va donc émerger la perception ostéopathique. Donc on considère, pour l'instant c'est de l'ordre de l'hypothèse, hein, on s'entend, que la perception ostéopathique serait une propriété émergente du système patient-thérapeute. Sachant que... Attends, pourquoi je ne peux pas avancer? Voilà. Comme étant une émergence, cette perception ostéopathique, elle a une action causale rétroactive sur le patient et sur le système patient-thérapeute. C'est-à-dire que cette perception ostéopathique, qui ne pourrait advenir uniquement si on avait un patient d'un côté ou un ostéo de l'autre, qui advient uniquement de cette relation, va permettre d'avoir une action causale et va nous permettre de modifier à son tour la perception de l'ostéopathe ou le déroulé de la consultation. Deuxième prérequis pour bien comprendre, on considère la perception ostéopathique comme un système complexe. En effet, notre perception ostéopathique, elle est à la fois faite de nos sensations, de nos connaissances, de nos croyances, de nos modèles représentatifs, de notre culture, etc., 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 probablement de beaucoup d'autres choses. Mais le fait de la considérer comme un système complexe, ça nous permet de considérer que si jamais on modifie une de ces composantes, on va réussir à modifier cette perception. Alors, je fais un petit aparté sur les modèles représentatifs, parce qu'en ce moment, c'est la mode. Un modèle représentatif, en fait, il faut l'entendre comme un point de vue, une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on a une manière de se représenter le corps. Souvent, c'est une manière inconsciente
qui est prédisposé là aussi par nos connaissances et nos croyances, et puis notre formation. Il existe une multiplicité de représentations du corps humain. Aujourd'hui, dans les écoles d'ostéo, est enseigné 5 modèles de représentation qui sont énoncés par l'OMS. On a le modèle structure-fonction biomécanique, le modèle circulatoire et respiratoire, le modèle structure-fonction neurologique, le modèle structure-fonction énergétique et le fameux biopsychosocial. Voilà, ça, c'est les 5 qui sont retenus, mais il en existe une multitude en fait. Ok, donc si jamais je modifie mon mode de représentation du corps humain, c'est-à-dire que si par exemple je passe d'une représentation du corps de manière biomécanique à une manière de me représenter le patient, peut-être d'une manière vitaliste, et bien forcément, je vais avoir des perceptions qui vont être complètement changées, qui vont être modifiées, et qui vont donc influencer différemment le cours de la consultation. C'est une manière de dire que si on prend conscience des modèles représentatifs qu'on a, on va pouvoir en changer et du coup faire varier notre perception de manière volontaire. On ne subit plus uniquement la perception, mais on peut s'en servir comme un outil malléable. Alors, donc ce protocole, on part de plusieurs hypothèses. L'hypothèse principale, c'est que cette perception ostéopathique, c'est une propriété émergente. Donc, pour pouvoir mettre ça en évidence, on a des hypothèses secondaires qui seraient qu'une variation de la perception ostéopathique s'accompagne d'une variation du système nerveux central, alors je ne l'ai pas marqué, mais du patient. C'est-à-dire que quand on change notre manière de percevoir le patient, quand il y a une perception qui se vit chez le patient, chez le praticien, pardon, chez l'ostéo, elle va se traduire par une modification du système nerveux central chez le patient. Alors, plusieurs manières d'anticiper ça. Une variation du système nerveux central du patient va induire une modification du ressenti de l'ostéopathe. Une variation volontaire de la perception de l'ostéopathe va modifier le système nerveux central, le système nerveux autonome du patient. Et une variation, on va mettre en évidence une variation simultanée du système nerveux autonome chez l'ostéopathe et le patient. Donc ça, on part de ces hypothèses. Alors, nos variables utilisées, on va donc essayer d'envisager le système nerveux autonome. On va travailler avec des enregistrements des récits du patient et du praticien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire notre protocole, on va recueillir en fait par enregistrement ce que ressentent les ostéos et le patient. Et ensuite, les variables ostéopathiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans nos mains, est-ce qu'il y a une modification de la texture, de la chaleur, des zones qui nous paraissent plus mobiles, etc. Globalement, ce qu'on ressent dans nos perceptions ostéopathiques de tous les jours. Alors, notre matériel, donc on a des capteurs SNA ceinture. Donc en fait, c'est des petits capteurs qui sont placés en fait au niveau du plexus solaire, qui vont en fait calculer sur l'intervalle PQR cardiaque tous les intervalles entre 2 R, qui vont permettre de rendre compte justement du fonctionnement de système nerveux central. On va avoir des casques anti-bruit pour limiter en fait les interactions et les inductions entre les différents protagonistes. On va avoir, vous le verrez après, aussi des cache-œils pour éviter que là aussi il y ait de l'influence par rapport à plusieurs ostéopathes, des enregistreurs, et puis un logiciel HRV qui va nous permettre d'analyser en fait les résultats pris par le capteur. Alors, à quoi ça ressemble concrètement? Donc, on reçoit tout simplement un patient en consultation. On a en fait un patient qui va avoir un motif de plainte ou non. On a voulu en fait que ce soit le plus représentatif de notre métier. Ensuite, on va avoir un thérapeute, un ostéopathe. On va avoir un ostéopathe contrôle, un deuxième ostéopathe qui ne sera pas là en tant qu'acteur, mais juste en tant qu'observateur en fait. Alors on pourrait dire observateur tactile. On va avoir un troisième ostéopathe qui va lui être
témoin de la scène et qui va prendre des notes de ce qui se passe. Donc, tout simplement, on commence par présenter le protocole à notre patient. On lui fait signer un consentement et puis on fait une anamnèse pour savoir un peu pourquoi il vient. Donc, on met en place les ceintures qui vont capter le SNA à la fois chez le patient et à la fois chez les deux ostéos, à la fois sur l'ostéopathe soignant et l'ostéopathe contrôle. Donc, le patient s'installe avec un casque sur les oreilles pour rien entendre, une fois qu'on lui a bien expliqué l'enjeu. L'ostéopathe qui va contrôler va lui aussi porter un casque et puis un cache-œil. Et puis l'ostéopathe qui soigne, lui aussi, va porter un casque de sorte que tous les participants ne peuvent pas s'entendre. Ensuite, chaque participant enregistre son récit. Et puis donc, l'observateur extérieur dont on a parlé prend des notes, à la fois sur ce qui se passe, sur les récits qui sont récoltés in situ, et puis il va aussi créer ce qu'on appelle une timeline. C'est-à-dire qu'en fait, il va être garant du temps pour essayer de vérifier si on peut mettre en évidence des corrélations entre le ressenti du patient, le ressenti du thérapeute, et le ressenti de l'ostéopathe qui est là en contrôle, pour voir s'il y a une concordance dans le temps. On lance le logiciel HRV qui prend la mesure, et on commence notre prise en charge ostéo. Une fois qu'on a fait notre soin, tout simplement, on va recueillir le récit du patient. Le cas échéant, j'ai noté, puisqu'en fait, quand il y a deux praticiens qui soignent un patient, et en plus de ça, qu'il est avec un casque, il a plutôt tendance à plonger dans un état second. Et du coup, pendant le récit, pendant qu'on le soigne, il n'a pas forcément les ressources nécessaires pour témoigner de ce qu'il vit intérieurement. Donc, on va le questionner plutôt a posteriori. Ensuite, on récupère les données du logiciel et on va les analyser avec un second logiciel qui va nous permettre d'interpréter toutes ces données du système nerveux autonome. On fait une analyse détaillée des récits avec ces fameuses timelines, c'est-à-dire qu'on va noter à quel moment de la consultation a été ressenti par les différents protagonistes telle ou telle sensation. Et ensuite, on va faire une comparaison entre ces différents récits pour essayer là aussi de voir s'il y a une concordance entre les récits de l'ostéopathe qui a soigné et les récits de l'ostéopathe avec le patient, le cas échéant. Ensuite, on fait une comparaison entre les récits et les mesures de SNA. Est-ce que quand un ostéopathe dit ressentir un changement dans sa perception, est-ce qu'on peut faire une corrélation avec une modification de son système nerveux autonome ou du système nerveux autonome du patient? On a pensé également pouvoir faire un suivi à plus long terme pour savoir s'il y avait des informations autres aussi à recueillir, mais ça dépasse le cadre de notre recherche directement. Ok, donc l'analyse des résultats. Donc pour l'instant, on travaille avec le directeur scientifique du réseau France Ostéo, qui s'appelle Martin Garret, qui est un spécialiste du SNA. Et donc pour l'instant, les résultats sont en attente. On n'a pas encore les résultats chiffrés du système nerveux autonome. Par contre, on a commencé à avoir les résultats des récits des praticiens et on peut déjà noter une certaine concordance. Alors ça sera confirmé avec le nombre. Pour l'instant, on a fait très peu d'inclusion. On n'en est qu'au début. Mais du coup, il y a quand même certains moments de la consultation qui sont assez surprenants. Bien qu'étant complètement isolés par le son les uns avec les autres, on se rend compte que souvent les ostéos ont une sensibilité qui se rejoint, même si leur pratique n'est pas forcément la même. Alors pour donner un exemple, on travaillait donc avec notre groupe. Deux événements qui nous ont particulièrement marqués et qui nous confortent dans cette idée que on va dans le bon sens. C'est que de manière très précise, dans le même moment, deux ostéopathes peuvent témoigner d'une même zone qui se met en mouvement. Et un autre moment, c'était la fin de la consultation. C'est-à-dire quand l'ostéopathe qui soigne le patient nous dit que la consultation est terminée, dans l'instant, le thérapeute qui est là en contrôle témoigne de la même chose et nous dit que effectivement, pour lui,
la consultation est terminée aussi. C'est vrai que ça nous a un peu bluffé. Du coup, c'était quand même assez sympa. Voilà, encore une fois, ça sera confirmé avec le nombre s'il y a une répétition malgré tout. Voilà, on met aussi en évidence la concordance entre les récits du patient et du praticien. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là aussi, ça sera à confirmer avec le nombre, mais de temps en temps, on a le patient qui se réveille de sa consultation et qui nous dit, ben voilà, là, je ressens telle ou telle sensation dans la jambe. Et au même moment, on a l'ostéopathe qui témoigne de cette même sensation. Donc la prochaine étape, la prochaine étape, ça sera de voir si vraiment il y a une vérification entre la relation de la modification de la perception et la modification du SNA. Pour l'instant, on arrive à trouver cette concordance dans les récits. Alors, la prochaine étape, ça sera avec la mesure. Alors, il ne faut pas se méprendre, la mesure du SNA, elle n'est pas là pour nous donner une analyse quantitative, mais plutôt qualitative. L'objectif, c'est vraiment de voir si effectivement, et c'est ce qui va nous permettre de confirmer notamment le critère de survenance, qu'il y a bien en fait un critère d'émergence qui est mis en évidence par cette analyse. Alors, je reformule. On met en évidence uniquement par les analyses du système nerveux central que ce que ressent l'ostéopathe, ce n'est pas une vue de l'esprit, que ça peut être concordé par effectivement une modification du corps du patient. Alors, une fois donc qu'on a établi notre protocole, on a voulu en fait mettre en place des ateliers, notamment au sein de la fac, pour pouvoir identifier si c'était un protocole qui pourrait se faire avec différentes formes d'ostéopathie. En fait, ce dont on se rend compte dans notre groupe, c'est qu'on a une manière de pratiquer l'ostéopathie qui est relativement similaire, et on voulait mettre à l'épreuve ce protocole pour voir si effectivement on pouvait justement le mettre à l'épreuve d'autres formes d'ostéopathie. Donc on a proposé à des ostéopathes de mettre en pratique ce protocole. Donc, dans un premier temps, le 2 mars, on a fait un premier atelier, donc notamment pour les novices. C'était pour se familiariser avec les notions théoriques de la complexité et de l'émergence, et puis pour pouvoir mettre en pratique les concepts de la complexité. Et du coup, on a fait un deuxième atelier le 16 mars, à la fois pour les participants du premier atelier, et puis pour les ostéos qui étaient un peu plus familiarisés avec les concepts de l'émergence. Pour confirmer tout ça, donc ça s'est fait mardi dernier. Voilà, donc a priori, c'était quand même encourageant là aussi. Alors, on ne peut pas se prononcer pour des résultats concrets. La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Alors, de notre point de vue, c'est pas très objectif, mais les participants nous ont témoigné que voilà, il y avait quand même un intérêt à aller chercher là-dedans. Donc c'était intéressant. Alors ça va nous permettre quand même de nous rendre compte que ce protocole, il est quand même encore à élaborer. On va fignoler certaines choses. On s'est rendu compte qu'on manquait un peu de rigueur dans la prise des récits notamment, et qu'on avait besoin de s'organiser un peu mieux. Mais ça nous a quand même conforté justement dans le fait que effectivement, on peut mettre en place ce protocole, même si on a des pratiques de l'ostéopathie qui sont très très différentes. Et donc ça, c'était plutôt bien. Voilà. Alors j'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, on est là pour répondre à des questions. Alors je vous invite à me questionner pour si vous voulez en savoir un peu plus. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Allez, moi je me lance. Ah si, non. Merci pour ton commentaire, Jérémy. Moi j'ai une première question, c'est quelle serait la différence, on va dire, entre ce concept d'émergence et ce
qui est de plus en plus débattu, qu'on appelle l'alliance thérapeutique ou les effets non spécifiques? Et c'est une bonne question. Alors, je vais tenter d'y répondre sans que ce soit exhaustif, mais je pense que c'est deux choses un peu différentes. Euh, je pense que ce qu'on appelle l'effet thérapeutique, ça peut être considéré, en tout cas au vu de l'émergence, euh, euh, comme faisant partie de l'écosystème de la relation. C'est-à-dire que c'est une manière de pouvoir concevoir cet effet relationnel comme faisant partie intégrante d'une partie du système patient-thérapeute, comme étant son contexte. Euh, Est-ce que ça te paraît clair comme réponse? J'avoue que pour l'instant, c'est une question qu'on s'est posée. J'aurais pas de réponse plus claire que ça. Et c'est une question qui nous met en travail. Euh, pour l'instant, je pense pas qu'on ait vraiment de réponse plus claire que celle que j'ai donnée. Mais en tout cas, c'est une très bonne question. Ok, merci. Moi aussi, ça me fait encore réfléchir. Donc, on a une question de Émilie qui dit: est-ce que votre notion d'émergence rejoint ou diffère de la notion de black box que développe Laurent Marc sur son blog? Je connais pas, donc je peux pas en parler. C'est une bonne question. Je saurais pas dire. Je n'ai pas lu non plus, mais je pense que c'est vrai, c'est un concept un peu de boîte noire. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans et on essaie d'approcher le système de l'extérieur et de voir comment ça se comporte. Mais bon, ça, c'est mon interprétation de la chose. Du peu que j'en connaisse, c'est effectivement, on se rend compte que finalement, la réalité des phénomènes qui sont analysés dans la science, ils ont plutôt tendance à se rapprocher de effectivement cette conception de la black box, où en fait finalement, on se rend compte qu'il y a une entrée et une sortie, mais finalement, ce qui se passe dedans, ben, on ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément à mettre en lien uniquement ou directement avec l'émergence. C'est un concept qui n'est pas forcément. En tout cas, on ne l'utilise pas directement dans nos réflexions. Ok, Cyril a rajouté un commentaire dans le chat. Il dit: la méthodologie black box est l'alternative au traitement standardisé qui effraie l'ostéopathie. Ouais. Merci pour le commentaire. On a une question de Noémie qui demande: il y a eu combien de séances de fête pour le moment et jusqu'à combien souhaitez-vous aller pour finir la recherche? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, c'est vraiment le début, donc on en a fait très très peu. On en a fait quatre entre nous, et après, on en a fait aussi avec les ateliers qu'on a proposés du coup à la fac. Et quant à la question du nombre, elle dépendra en fait de la significativité des résultats, des premiers résultats. C'est-à-dire que plus on va avoir une significativité qui est importante, moins on aura besoin d'un nombre important de cas. Et plus on aura une significativité qui sera faible, plus on va avoir besoin de multiplier les cas. Donc ça va dépendre. Pour l'instant, on pourrait presque dire que notre recherche, elle est dans un moment pilote et qu'on a besoin de un peu plus de résultats pour pouvoir anticiper la suite du protocole. Très bien. Il y a Julie qui te dit merci et qui te demande si, quand est-ce que tu penses avoir plus d'informations au sujet des variations du SNA? Ah, c'est une bonne question. Ben, on espère le plus vite possible. Pour l'instant, en fait, c'est donc Martin Garret qui fait ce boulot. Une de nos prochaines étapes, ça va être d'apprendre à gérer le logiciel, justement, qui nous permettra d'interpréter ces résultats. Pour l'instant, c'est lui qui a le logiciel. Il y a des statistiques, il y a tout un tas de trucs qui, pour l'instant, il faut l'avouer, on ne maîtrise pas du tout. Et du coup, ben, c'est un de nos prochains enjeux, ça va être ça, de vraiment réussir de se débrouiller tout seul. Sinon, en fait, à chaque fois qu'on a des résultats, il faut qu'on les lui envoie, et il faut qu'il ait le temps de les analyser et qu'il nous les renvoie. Donc, ça prend un temps monstre. Et du coup, ben, l'objectif, c'est qu'on soit un peu plus indépendant et autonome vis-à-vis de ça. Mais théoriquement, on devrait avoir les résultats là dans la semaine qui arrive, dans la semaine ou les 15 Ok. jours, en fonction du travail de Martin. Sachant qu'on a une autre question un peu dans le même style qui demande si, il y aurait une mesure, par exemple, qui serait faite sur le nerf vague plus précisément. Non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu as un endroit où on peut aller voir les sources et les références de vos travaux? Est-ce que vous avez publié des trucs avec des sources et des références? Il y a des gens qui demandent. Ouais, carrément. Donc, l'avantage justement
d'avoir publié en fait avec un niveau universitaire, c'est que justement au niveau de la référencement, on nous demande une certaine rigueur. Donc tout ce qui a été publié, il y a toute notre bibliographie, toutes nos références. Donc je vous en dis pas plus, comme ça vous obligera d'aller lire nos articles. Et du Très coup, bien. voilà, Est-ce que vous avez investigué les approches narratives sur le récit? oui, exact. Donc au départ, on avait pensé utiliser l'approche euh, des entretiens d'explicitation de Vermeersch. Et donc en fait, on a fait appel à un de nos potes qui est docteur en sociologie et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super long. C'était vraiment très, très, très long. C'est-à-dire que pour vraiment analyser de manière rigoureuse un récit avec l'entretien d'explicitation, il faut compter presque 2 à 3 heures, si ce n'est pas plus, en fait, de travail derrière. Et du coup, pour l'instant, ça ne nous paraît pas faisable parce que ça nous prendrait vraiment, vraiment trop de temps. Donc, on va se rapprocher de Laurent Denisot, qui est un anthropologue de la fac, pour essayer de trouver là aussi un outil peut-être un peu plus adapté, un peu plus académique que uniquement un récit simple, quoi, où on met en évidence uniquement s'il y a une concordance dans le récit. D'accord. J'ai une question sur en quoi en quoi la posture est plus éthique liée à l'incertain. Eh ben, souvent, quand tu es certain de quelque chose, tu as tendance à le, à l'énoncer de manière péremptoire, en disant bah, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Quand tu sais que les choses sont de l'ordre de l'incertain, bah, tu as plutôt tendance à être un peu plus humble en disant bah, il se pourrait que. Souvent, on se rend compte chez les ostéos, mais pas que chez les ostéos, chez les scientifiques de manière générale, que quand on ne pense pas comme eux, bah forcément, ils ne sont pas contents. Alors qu'en fait, un discours scientifique, il devrait être assez ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, le chercheur, il se pose tout le temps des questions, il remet en question. Mais du coup, le fait de penser la science avec ce modèle réductionniste, avec cette détermination, ça a tendance, de temps en temps, pas tout le temps, mais à nous mettre dans une posture où en fait on devient sûr de ce qu'on avance. Alors que du coup, le fait de s'autoriser l'incertain, le doute, bah, ça nous permet d'être un peu moins péremptoire, quoi. D'accord. Euh, j'ai une question sur est-ce que le fait que la troisième personne qui est présente dans la consultation, est-ce que ça n'a pas un effet sur sur le binôme justement thérapeute-patient? Parce que justement quelqu'un regarde, est-ce que ça ne changerait pas les résultats? Si, certainement. Mais il y a un moment, de toute façon, un protocole sans biais, ça n'existe pas. Donc, il faut l'accueillir en tant que tel. L'objectif, c'est pas de diminuer les biais, c'est de savoir qu'ils sont là, pour pouvoir les discuter en disant, bah voilà, on a fait un protocole et on sait que potentiellement, il y a tel ou tel biais. Voilà. De toute façon, il y a forcément dans le protocole l'intervention, même à distance en tant qu'observateur, de l'opérateur. Donc, on ne peut pas arriver à faire quelque chose où il n'y aurait pas de biais. Mais oui, certainement, il y a une influence. Certainement. Alors, une question qu'on s'est posée euh, euh, par rapport à notre protocole, euh, c'est est-ce que, en fait, la qualité de la relation influence sur l'émergence? Je m'explique. On a fait des expérimentations entre nous dans le groupe, euh, notamment avec notre directeur de recherche qui n'est pas ostéo, donc on l'a pris en tant que cobaye. Et comme entre nous, on travaille déjà depuis 2 3 ans, c'est clairement l'expérimentation où on a eu le plus de résultats. Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que parce que déjà on fait système, on est relié déjà par des convictions, par un partage de pratiques et de principes, est-ce que déjà cette cohésion de groupe favorise en fait la systématisation et du coup l'émergence de beaucoup plus de résultats? On s'est rendu compte de ça aussi, c'est une de nos hypothèses, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. On a reçu notre dernier patient de la journée, quand on a fait notre expérimentation, on l'a ressenti un petit peu distant. Il a eu du mal à rentrer dans l'expérimentation. Il y avait une certaine forme de réticence, pas de réticence, mais de protection. Il avait vécu une année assez compliquée. Et le fait, dans ce contexte Covid, de se retrouver confronté avec plusieurs personnes,
on a senti que c'était un peu difficile, même pas, je ne parle même pas en termes de perception, mais en termes de relation, ne serait-ce que pendant l'anamnèse. Et il nous a semblé que ça s'était traduit aussi dans nos perceptions. C'est-à-dire que quelque part, on n'avait pas réussi à vraiment faire système avec lui. Et du coup, eh ben, on sentait beaucoup moins qu'avec les autres patients qu'on avait eu dans la journée. Ok, intéressant. J'ai Charlotte qui veut poser une question. Mhm. Oui, j'ai une question. Est-ce que dans vos recherches, il vous semble opportun de modéliser ou de revoir une modélisation de l'activité diagnostique? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je veux bien que vous la reformuliez, oui. Si on considère l'activité diagnostique de l'ostéopathe comme étant différente de l'activité diagnostique du médecin, donc on est bien sur l'élaboration d'un certain nombre sur la mise en évidence d'un agencement, je dirais, spatio-temporel d'un certain nombre de dimensions qui sont propres aux patients. Donc, on est vraiment sur une construction multidimensionnelle qui va être propre à chaque patient et qui va intégrer des éléments à la fois dans sa propre temporalité et par rapport à son histoire. Donc voilà, si on considère l'activité de diagnostic de l'ostéopathe, est-ce que vos travaux permettraient justement de mieux modéliser en fait cette activité? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, c'est un peu plus clair. Je vais essayer de répondre. J'espère que je vais être Voilà, juste. sachant qu'on peut distinguer l'activité diagnostique de l'activité de traitement. Hein, je fais bien la différence entre les deux. J'entends, Elles j'entends, peuvent être toutes les deux modélisées à leur manière. j'entends. Alors, je vais essayer de répondre. Vous me direz si j'ai juste, mais ce qu'on considère, c'est que l'outil principal du diagnostic, c'est la perception. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de diagnostic si on ne perçoit pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, notre manière de concevoir le diagnostic et de comprendre en quoi le diagnostic, comment ce diagnostic il est fait, ça va nous permettre effectivement euh, de modifier la représentation qu'on se fait du diagnostic. Si le diagnostic il est permis avec la perception, on peut effectivement réussir à modéliser cette perception en essayant de la décortiquer un petit peu. Et c'est effectivement une des réflexions qu'on a, c'est-à-dire que si je me représente le corps du patient avec un modèle mécanique, je vais avoir des informations mécaniques. C'est-à-dire que je conditionne mon cerveau, quelque part on peut faire cette image, pour m'attendre à avoir des représentations mécaniques et des sensations, des perceptions mécaniques. Du coup, mon traitement, il va découler de cette modélisation mécanique. Mais si volontairement, et il y a des fois, par exemple, on aborde un patient, on se dit, oh, bah, lui, à mon avis, c'est mécaniquement qu'il faut le comprendre. Et en fait, on n'a pas forcément de perception. C'est-à-dire qu'on ne sent pas forcément. C'est comme s'il n'y avait rien, il n'y a pas de discussion. Et l'objectif, ça serait de se dire, ben, peut-être que j'ai intérêt à modifier ma manière de percevoir, de concevoir un modèle peut-être vitaliste ou circulatoire, ou n'importe quoi, peu importe. On change sa manière de se représenter le patient. Et du coup, certaines perceptions peuvent justement émerger. Du coup, le diagnostic va changer et du coup, bah, le traitement va changer aussi. C'est en ça qu'on estime que la perception est une émergence et que du coup, on peut la faire varier et qu'elle va à son tour avoir une action différente sur le traitement. Oui, parce qu'elle peut être conditionnée par nos modèles de connaissances et elle peut être conditionnée par le patient. C'est-à-dire qu'il va y avoir des facteurs d'activation qui seront propres aux praticiens, mais qui seront propres aussi à ces modèles de connaissances et au patient lui-même, qui va pouvoir l'influencer quelque part dans l'activation de ces modèles. Exactement. Voilà, j'ai compris. Ok. Exactement. Et du coup, l'enjeu, c'est ça. Alors, surtout dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est inscrit, qu'on est
dans notre pratique depuis certaines années, c'est difficile d'en sortir. Pour un étudiant, ça paraît un peu plus simple. C'est-à-dire que si on lui apprend rapidement à ne pas se focaliser uniquement sur sa manière de percevoir, euh, mais d'essayer de changer intérieurement sa représentation, bah, du coup, il va pouvoir avoir une palette perceptive et du coup technique beaucoup plus large. Oui, c'est-à-dire on peut développer la conscience, enfin en fait, la propre conscience que nous avons de nos modèles, de manière à ne pas les limiter, mais au contraire. Ah, j'entends plus rien. Ouais, vous avez coupé votre micro, Charlotte. Excusez-moi. Oui, j'étais en train de dire que la conscience que l'on peut développer à l'endroit de notre manière de fonctionner et des différents modèles qu'on va activer peut en effet être un outil intéressant, notamment une posture intéressante pour ne pas figer nos modèles, leur donner de la souplesse enfin, dans leur usage et aussi les ouvrir et leur permettre aussi de s'enrichir avec l'expérience. Exactement. C'est complètement ça. D'accord. Ça me permet de rebondir et sur quelque chose que j'ai pas dit et qui est génial, c'est que en fait, on se vante pas ou on se prétend pas pouvoir, avec l'émergence, faire quelque chose de nouveau dans l'ostéopathie, mais comme vient d'en témoigner Charlotte, uniquement en fait de mettre en évidence et de modéliser des choses que les ostéopathes se sont déjà rendus compte. On n'a rien inventé en fait. Très probablement que tout ce qu'on propose, c'est des choses que vous faites tous, mais de manière pas forcément consciente. L'objectif, c'est de pouvoir justement effectivement mettre en lumière tous ces concepts intellectuels qu'on utilise et qui se traduisent dans nos mains, de manière à les modéliser pour pouvoir les appréhender comme un tout et de pouvoir les enseigner plus facilement. Très souvent, en fait, ces concepts, comme on a du mal à poser des mots dessus, la réponse qu'on peut donner à un étudiant, c'est t'inquiète, tu comprendras plus tard, ou tu verras dans 10 ans. Voilà, ça, aujourd'hui, on ne peut plus l'admettre, quoi. Donc, Oui, et puis ça permet aussi de ne pas cloisonner les modèles, ils peuvent être complémentaires, ils peuvent se superposer, enfin ça permet aussi de ne pas opposer les choses, mais au contraire de les faire cohabiter et de les rendre pertinentes au moment où ça se passe en fait. Enfin, vous voyez, quelque chose d'assez... Enfin, complètement. Et cette malléabilité, elle, elle induit aussi justement une posture plus éthique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas moi, Emmanuel Protière, qui arrive et je fais de la biodynamie, qui a raison. En fait, c'est juste, OK, moi j'aime travailler avec ce genre de truc, mais je suis pas collé à la biodynamie. Je ne l'envisage pas comme la panacée de l'ostéopathie ou le lien mécanique ostéopathique. Mettez n'importe quelle pratique à la place de biodynamie ou LMO. Mais ça permet aussi la tolérance en disant, OK, bah, toi, tu te représentes les choses comme ça. Et du coup, parce que ta représentation, elle est comme ça, bah, tu vas pratiquer comme ça. Il n'y a pas de jugement à avoir. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, que toi qui as raison, mais je comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça. Et ça me permet d'essayer de me mettre à ta place pour comprendre comment tu travailles. ok, merci. Du coup, cette dernière explication me fait rebondir. Du coup, c'est si on se place un peu au niveau du patient et qu'il va avoir du coup 10 thérapeutes et que chacun des thérapeutes lui explique 10 façons différentes de voir sa douleur ou son problème, euh, comment est-ce que le patient il fait pour s'y retrouver là-dedans? Parce que Eh ben, c'est pratique entre ostéo, mais entre patients, c'est peut-être plus compliqué. eh ben, de la même manière qu'un patient qui va voir 4 médecins du sport, qui va se faire un diagnostic à un genou, il peut avoir des diagnostics différents. Il ne faut pas croire que ça se retrouve qu'en ostéopathie. C'est pourquoi les gens prennent un deuxième, un troisième avis. Parce qu'il ne faut pas croire que la médecine s'est exclue de cette façon de penser. Elle est persuadée de l'inverse, si je peux me permettre. Mais en fait, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Combien on a de nos patients qui nous disent ah ben j'ai un problème au genou, je suis allé voir un médecin, mais je ne suis pas tout à fait sûr, je vais en voir un deuxième. Et puis du coup, je me trouve un peu con parce que du coup, il m'a pas dit la même chose. Bah ouais, la nature, il y a quelque chose d'insaisissable et il n'y a pas de vérité absolue, quoi. On a une question sur, vous aviez dit dans votre groupe que vous aviez un peu une manière similaire de pratiquer et que vous tentiez de voir si vous pouviez inclure des ostéos qui travaillent différemment. Du coup, donc la question, c'est quelle est votre manière de pratiquer? C'est une question un peu réductrice, mais voilà, c'est un peu.
Bon, c'est difficile comme ça, sans l'expérimenter, de pouvoir traduire, mais disons que, par exemple, on a plutôt je dirais pas forcément une pratique, mais plutôt une posture. C'est-à-dire une posture intérieure où on va plutôt avoir tendance à pratiquer des techniques qui s'apparentent à, à de la perception active. Voilà, on est plus en écoute, régulièrement en écoute, plutôt que des pratiques plus actives, plus directes. Euh, Sans les mettre de côté, on est moins actif que quelqu'un qui ferait que des thrusts, par exemple, ou que du TGO, où il y a vraiment de la mobilisation euh, euh, des différents segments du corps. De sorte à ce que c'est plus facile de se concentrer, notamment pour un ressenti. En fait, c'est pourquoi, par exemple, l'ostéopathe qui est là en observateur, il peut facilement en fait, se mettre au pied pour essayer de ressentir ce qui se passe dans l'intégralité du corps. Donc, voilà. Je, je pense qu'on peut dire qu'on a une pratique qui s'apparente plus à du tissulaire, euh, voilà, mais sans s'interdire non plus de faire d'autres trucs. Mais voilà, encore une fois, ouais, je pense que je ne saurais pas dire mieux en fait que ça. Euh, Très bien. Alors, une autre question. Ne pensez-vous pas que ce qui sera, entre guillemets, gagné par la théorisation sur la relation thérapeutique sera, entre guillemets, perdu sur la notion de singularité de celle-ci? Ah, attends, vas-y, répète. Est-ce que tu ne penses pas que ce qu'on va gagner sur la partie théorisation de la relation thérapeutique sera perdu sur le côté un peu singularité de chacune de ces relations thérapeutiques? Je sais pas. Je saurais pas dire. J'ai besoin de ruminer cette question. C'est une bonne C'est bon. question. Je sais pas. Une autre question. Avez-vous une idée de l'impact de l'émergence sur le SNA et de pouvoir trouver un modèle d'étude de l'ostéo par ce biais? Bah, c'est l'objectif un peu. En fait, hein, ouais, on va essayer de voir. Alors encore une fois, hein, l'objectif c'est pas d'avoir forcément un résultat quantitatif plutôt que qualitatif. C'est-à-dire que, ok, on bosse, il y a une perception qui est perçue. Est-ce qu'elle a une influence sur le SNA? Pour l'instant, c'est juste ça. Euh, alors, je sais qu'il y a d'autres. En ce moment, c'est la mode, l'étude avec le SNA. Donc, il y a beaucoup de protocoles qui se mettent en place par rapport à ça. Je pense pas que notre objectif premier, il aille dans ce sens. Euh, le SNA, il est juste là pour confirmer le fait que quand il y a des perceptions qui se vivent, on ne les invente pas. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intersubjectif par les récits, puisque par le récit, on peut se rendre compte que ces sensations sont partageables et qu'elles sont confirmées en plus par le SNA. Pour l'instant, c'est que ça. Le SNA, il n'est pas là pour faire une mesure précise, il est juste là pour dire, OK, en fait, ce que tu sens, ça se traduit vraiment au niveau physique. Et c'est tout. Pour l'instant, on est dans cette hypothèse, on ne le sait même pas. Notre hypothèse, c'est qu'effectivement, quand on va manipuler, quand on va sentir une perception, il va y avoir une résonance dans le système nerveux autonome. Mais ça reste du domaine de l'hypothèse. Pour l'instant, on ne peut pas le vérifier. Enfin, on ne l'a pas vérifié en tout cas. Mais elle est juste là pour confirmer cette notion de survenance. Voilà. Il y a vraiment quelque chose, nos sensations, elles ne sortent pas de nulle part et de l'imaginaire. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Très bien. Une autre question un peu longue, mais très bien. Votre protocole ressemble à l'expérience menée il y a plus ou moins 20 ans sur la relation entre la hauteur de l'onde de Traube-Erringmeyer, donc c'est les sommets de pic de la tension artérielle, et le mouvement crânio-sacré initié par Fernandez et Lessine, et que j'ai pu réaliser au sein d'un hôpital car nécessite un cathéter dans une artère. Et les variations se faisaient également en fonction de la connaissance existante ou pas entre le patient et les ostéopathes, entre guillemets, testeurs. Nous en avions conclu que l'intention et la qualité de présence de l'ostéopathe et du patient étaient prépondérantes pour la qualité du soin. Est-ce que ça pourrait être une forme d'émergence? Oui, probablement. Effectivement, c'est des hypothèses aussi qu'on a soulevées. Et effectivement, encore une fois, hein, en ce moment, c'est des protocoles qui se mettent en place, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a aussi Emmanuel Roche, je ne sais pas si certains le connaissent, qui est ostéo, qui a mis en place un protocole qui est très similaire. Mais oui, effectivement, c'est ce dont on se rend compte, c'est-à-dire que si on considère que le patient, et ça aussi pour l'enseignement des étudiants, c'est génial, c'est de se dire qu'effectivement, si on se considère comme un système complexe, quand on va faire varier quelque chose à l'intérieur de nous, de notre posture,
que ce soit de notre mode de représentation des choses, mais de notre attention aussi, et bien effectivement, ça va se répercuter. Plus on est conscient de soi, plus on fait un travail sur soi, et plus ça va se répercuter. Mais très probablement que bon nombre d'entre nous s'en sont déjà rendus compte. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Quand on est fatigué, on se rend compte souvent que on est moins dispo. Il y a des jours où on est en pleine forme, on a l'impression d'avoir une conscience accrue de nos sensations, et la relation et la sensation s'en sent améliorée. De la même manière que ça nous pousse aussi à réfléchir sur le fait que, en tant que thérapeute, on aurait plutôt intérêt à faire de la supervision. Plus on va avoir à travailler sur nous, et intérieurement parlant, sur notre vie, sur notre conscience des choses, sur qu'est-ce qu'on fout ici, et quel est l'enjeu de notre relation thérapeutique, et plus on va avoir une répercussion positive. C'est comme si on laissait un espace au patient à l'intérieur de nous pour lui permettre de se soigner, quoi. Alors, c'est une vue de l'esprit, hein, mais effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant à réfléchir. Et du coup, si on arrive à faire prendre conscience rapidement aux jeunes ostéos qu'effectivement, ça ne dépend pas uniquement des techniques, leur efficacité, et qu'effectivement, en modifiant leur état intérieur, ils peuvent aussi gagner en efficacité, c'est intéressant. Aujourd'hui, la majeure partie des ostéos, ils préfèrent largement faire des formations qui leur apprennent encore plus de techniques, parce qu'ils sont persuadés que c'est en faisant plus de techniques qu'on sera meilleur, alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, on va pouvoir être meilleur en faisant de la technique, mais qu'on peut aussi devenir meilleur en réfléchissant, en utilisant ses neurones, en apprenant à mieux se positionner, en apprenant à être... C'est pour ça que la posture éthique, elle est particulièrement intéressante, parce que justement, elle nous invite à faire ce travail intérieur. Comme ce travail intérieur va nous changer, eh ben, on va changer dans la relation thérapeutique. Vont émerger d'autres sensations, d'autres perceptions, d'autres relations thérapeutiques, d'autres conseils, ce qu'on veut, quoi. Ah, du coup, ça enchaîne parfaitement bien avec la question d'après, qui est est-ce que ces réflexions sur l'émergence et la complexité, elles ont vocation à permettre d'évaluer l'efficacité de l'ostéopathie au sens quantitatif? Je pense pas. Non? Je pense pas parce que justement, l'émergence, elle a pour point de vue de pas forcément s'appuyer sur euh, la rationalité scientifique. La rationalité scientifique, c'est la mesure et la répétition des effets. Euh, alors que nous, on est plutôt sur la qualification. En fait, l'objectif, c'est pas tant la mesure. Il y a une posture vraiment philosophique qui est différente. Hmm. Alors peut-être qu'on pourra... alors une autre chose que j'ai pas dit, euh, parce qu'elle elle me paraît implicite, c'est que l'émergence, la philosophie et les concepts de l'émergence et de la complexité ne sont pas là pour détruire la pensée mécaniste ou la pensée réductionniste. Elle est juste là pour l'intégrer et pour la dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas que faire de la science de la mesure, c'est nul et qu'il ne faut pas en faire. On est conscient qu'il faut en faire, que c'est nécessaire, que c'est une bonne chose, mais que la méthodologie de recherche de la science classique ne permet pas d'épuiser et de comprendre ce qui se joue dans l'ensemble d'une relation thérapeutique, et notamment en ostéopathie. Donc, ça intègre des notions de la science, de la mesure, en les dépassant. Donc, très probablement qu'il y aura des liens, mais bah, c'est pas l'enjeu, quoi. Justement, Hmm. et c'est ça qui est aussi difficile de prendre conscience, c'est qu'on est tellement baigné par cette conception de la science qu'on a du mal à s'en extraire. Penser la rationalité autrement que par une méthodologie scientifique, ça nous paraît pas toujours évident. Et d'ailleurs, est-ce que cette émergence, est-ce qu'elle est toujours présente dans l'expérience ou pas? Alors, est-ce que si à chaque fois qu'on fait une consultation, est-ce qu'elle est toujours présente, cette émergence ou pas? Non, pas forcément. Pas forcément. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'elle sous-tend une question de temps, de chronologie. Est-ce qu'il y a une... Alors après, ça devient un peu plus complexe, mais c'est-à-dire que il peut y avoir une émergence, on peut être considéré comme une émergence, une sensation nouvelle qui peut se répéter dans le temps. C'est-à-dire que la première fois qu'en tant qu'étudiant, tu vas ressentir un mouvement crânien, ça va être pour toi une nouveauté et quelque chose d'émergent. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'avais jamais senti et qui peut se pérenniser dans le temps. Donc, les fois où tu vas la sentir les prochaines fois, bah, c'est plus émergent. Mais de la même manière que la vie a été émergente une fois, très probablement, elle a émergé de ce complexe physico-chimique, et puis après, elle s'est répétée. Hmm.
Donc, Et l'intention que met le thérapeute pendant le soin, est-ce qu'elle est un modèle représentatif ou un élément nouveau au cours de la séance? c'est une bonne question. Je pense que les deux, ça dépend. Tu peux répéter la question pour être sûr que je ne parte pas. La question exacte, c'est l'intention posée du thérapeute pendant les soins est-elle un modèle représentatif ou un élément nouveau au cours de la séance? Intention, ouais. Je pense que cette intention, elle varie en fonction de deux choses, ce qu'on veut faire pour le patient et ce qu'on reçoit. Donc, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des perceptions qu'on peut provoquer en modifiant notre état intérieur, en modifiant notre perception, et puis il y a des perceptions qui s'imposent à nous. C'est-à-dire on les décide pas forcément. Tiens, je mets mes mains sur un sacrum, bon, ben, je sens rien pendant 30, 40 secondes, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se révèle à ma sensation et qui va permettre de mieux comprendre mon patient et du coup mieux interagir avec lui. Donc ça peut aller dans les deux sens. J'ai une autre question sur l'émergence dépendrait-elle pas de notre capacité à faire des diagnostics différentiels? L'émergence ne dépendrait pas. Non, je vois pas trop. Peut-être, je sais pas. Je vois pas trop où l'ostéo veut en venir hein, par rapport à ça. Mais si vous voulez préciser peut-être la question dans le chat. L'émergence de quoi en fait? En fait, on a vu hein, l'émergence, et il faut la caractériser. C'est une émergence soit d'une propriété, soit d'un système, soit d'un phénomène. Donc, je ne sais pas de quelle émergence parle l'ostéo qui pose la question. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Peut-être qu'elle est partie. Non, bon, peut-être qu'elle est en train d'écrire. On va y revenir s'il faut. En tout cas, ce dont je peux témoigner de manière un peu rigolote, c'est que d'habitude, on a tendance à proposer nos, nos réflexions à plusieurs et que c'est la première fois que je me retrouve tout seul. Et ben, je peux vous garantir que j'ai pas le même aplomb quand on est à plusieurs. Donc, quand on fait système, on a des propriétés que j'ai pas tout seul. Moi. La propriété d'être sûr de ce que je raconte, c'est loin d'être évident. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'en ai vu une passer tout à l'heure sur la cybernétique. Est-ce que ça te parle? Vous utilisez le modèle biocybernétique afin d'étudier l'impact du traitement ostéo, si on faisait un résumé. Alors non, pas directement. Disons que tous ces modèles cybernétiques et ces réflexions là-dessus, elles ont alimenté tout ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la complexité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour bien comprendre les sciences de la complexité, la cybernétique est un élément de compréhension qui est incontournable. Est-ce que, en fait, nous, on utilise les réflexions qui ont été pondues par justement les mecs qui ont réfléchi la cybernétique. Mais nous, on ne s'y intéresse pas directement. Voilà, c'est-à-dire qu'on profite des réflexions qui ont été faites par des cybernéticiens, mais directement, on ne s'en intéresse pas. Quoi. Il y a aussi quelqu'un qui demande sur. Tout à l'heure, tu parlais de modifier sa manière de percevoir ou de changer sa représentation du corps. Est-ce que tu peux donner un exemple plus précis? Ah, mais en fait, tu as déjà répondu tout à l'heure avec l'aspect mécanique et tout ça. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les informations que nous utilisons en traitement passent par nos cinq sens, donc les sensations, mais pas seulement. D'autres champs d'informations liés souvent à l'expérience augmentent nos perceptions. En anglais, on parle de felt sense. Mhm. Quel mot correspondrait en français? Le ressenti ou autre chose? Mais Je ne sais pas. Je dirais, j'en sais rien. Non, franchement, j'en sais rien. Moi, je dirais peut-être l'interprétation. Parce qu'en fait, effectivement, le phénomène de perception, il est aussi interprétatif. C'est-à-dire qu'on reçoit tout un tas d'informations. Ces informations, elles vont être analysées par effectivement nos connaissances, nos croyances, notre culture, nos modes de représentation. Euh, et du coup, elles vont aussi s'interpréter de manière différente. Donc, effectivement, je dirais peut-être interprétation. Et alors, ça me permet de rebondir sur un truc un peu plus approfondie, c'est cette notion d'émergence forte et d'émergence faible. L'émergence forte, ça serait effectivement quelque chose de radicalement nouveau, et c'est ce qu'on recherche. Et on pourrait quand même considérer malgré tout, même si on se plante, euh,
de se retrancher sur de l'émergence faible. C'est-à-dire qu'en fait, ce mode de pensée, ça va nous permettre de mettre en évidence des connaissances qui étaient là, entre guillemets, en dormance et qui vont pouvoir être révélées. Mais du coup, ce n'est pas vraiment de l'émergence forte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement dans notre interprétation qu'on va avoir de nouvelles informations. Mmh. Ce n'est pas une émergence absolue. Une autre question sur est-ce que vous prenez en compte le facteur culturel dans votre expérience et comment? Oui, bien sûr. Bah, par la conscience. La prise de conscience. Effectivement, on a vu que effectivement, l'aspect culturel va influencer notre interprétation, notre perception. Bah, tout simplement en prenant conscience. Je n'aurais pas d'autre réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, il faut effectivement considérer que si effectivement on va soigner, alors je donne peut-être des clichés, mais un Africain dans la brousse, il n'a pas une représentation du corps qui est la même que la mienne. Et du coup, ça peut influencer euh, de manière positive ou péjorative ben, notre mode de perception. Alors, l'objectif, c'est peut-être effectivement de tout simplement percer l'abcès et de poser les questions à son patient en disant ben, comment est-ce que vous représentez votre corps? Quand on se rend compte qu'effectivement, d'un point de vue culturel, on est en dissonance, ça serait intéressant de savoir, de discuter un peu plus. Et souvent, ça, quand on fait cet effort, ça amène d'autres discussions et le patient nous apporte plein d'autres informations. Effectivement, ça nous permet de mieux le comprendre. Plus on va comprendre notre patient, plus on va pouvoir s'y adapter et mieux le soigner. Mmh. J'ai à nouveau une main levée de Charlotte. C'est pour poser une nouvelle question. Oui, j'avais encore une question. Est-ce que les phénomènes d'émergence, quels qu'ils soient, sont sensibles aux espaces non définissables? Je veux dire par là, à des instants d'arrêt sur justement chercher à percevoir ou chercher à faire. Est-ce que l'émergence est sensible à ça? J'aurais tendance à dire oui, mais j'aurais voulu avoir votre avis. En fait, finalement, quand une consultation se passe bien, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, c'est à partir du moment où effectivement on bute sur la compréhension, sur l'interprétation d'une sensation, sur tout simplement la sensation, qu'on peut du coup mettre en pratique et en travail toutes ces notions. En fait, finalement, ça fait que 3-4 ans qu'on bosse là-dessus, on se rend compte qu'il y a plein de fois où on n'a pas besoin de ça. La consultation se passe et en fait, on se pose aucune question. C'est limpide et bon, plus ou moins limpide, on pourrait dire. Je ne vois pas la vantardise de dire que c'est toujours limpide, mais il y a des fois où des consultations où on a l'impression de bien cerner ce qui se passe, la relation est fluide avec le patient, on ne se pose pas vraiment de questions. Nos mains travaillent, on discute avec le patient, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans le corps du patient qui vont plutôt vers le mieux, et c'est tant mieux. Merci, au revoir. Là où ça devient intéressant, c'est effectivement quand on bute sur un cas compliqué, où effectivement, peut se poser la question, bah, finalement, pourquoi ça bute? Pourquoi j'arrive pas à rentrer en relation avec le patient? Qu'est-ce qui, de mon propre point de vue, pourrait être modifié pour améliorer cette relation et justement faire émerger une solution? Euh, Qu'est-ce qui, chez le patient, bloque chez lui et qu'est-ce que je peux essayer de l'aider à mettre en évidence pour justement débloquer un mode de communication? J'aurais plutôt tendance à dire qu'effectivement, ces outils de l'émergence et de la complexité, ils sont intéressants quand le cas devient compliqué. Sinon, en fait, on les utilise de manière inconsciente. Et surtout quand on a besoin d'outils différents pour résoudre un problème que la conscience de ces outils devient intéressante. Voilà. Je réponds à la question. Je ne sais pas si je réponds à la question. Je ne sais pas. euh, C'est à réfléchir. ouais, voilà, c'est encore en réflexion. Moi, ça m'amène à une autre question qui est comment est-ce qu'on... Donc, on fait ces études sur la perception ostéopathique. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que vous avez commencé à faire ou des prémices, d'idées sur qu'est-ce qui ferait la différence entre une perception ostéopathique et une autre type de perception d'une autre thérapie manuelle ou similaire, quoi? Qu'est-ce qui serait la spécificité de la partie ostéo, on va dire? Alors, je pense qu'il n'y a pas une spécificité. Je pense que cette réflexion, elle est possible que parce qu'on imagine une cause et un effet. C'est-à-dire qu'on aurait une spécificité qui pourrait avoir un effet particulier. Il me semble que c'est plutôt une convergence de spécificités.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que justement, on fait de notre spécificité un ensemble de spécificités qu'on a une spécificité ostéopathique. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais effectivement, on pourrait avoir des spécificités qui se rapprochent de toutes les pratiques manuelles, mais en même temps, on en a d'autres qu'on ne partage pas forcément avec les pratiques manuelles. Mhm. Et du coup, c'est cet assemblage de différentes spécificités dans un même bloc qui font que bah, l'ostéopathie a une spécificité. C'est une spécificité multiple. Il ne faudrait pas forcément croire qu'il y a une seule cause pour une seule conséquence. Mhm. Et du coup, tu penses que ça vous permettra peut-être d'affiner justement un peu les spécificités de l'ostéo par rapport aux autres approches manuelles ou pas plus que ça? C'est possible, c'est possible, il faut espérer. Mais ouais, il faut espérer. On se rend compte encore aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on utilisait des médicaments pour un truc très particulier, et en fait, on se rend compte que maintenant, on peut les utiliser aussi pour des cas dont on n'avait jamais imaginé. C'est-à-dire que finalement, cette spécificité, elle est relative. Euh, c'est parce qu'on a décidé quelque part que on a un point de vue de départ qui est celui-là, en disant que une cause, mais ça c'est de l'Antiquité, quoi, une cause égale une conséquence. Nous, on a plutôt tendance à penser à la pluralité de conséquences, quoi. Enfin la pluralité de causes. Mhm. C'est rarement, et c'est ce qu'on voit dans notre métier, c'est rarement une seule chose qui favorise un symptôme. C'est souvent un contexte, plus de la mécanique, plus blablabla. Blablabla, quoi. Mhm. Une question suite à la question qu'il y avait tout à l'heure sur le nerf vague. Pourquoi est-ce que catégoriquement c'est plutôt non sur la mesure du nerf vague? Est-ce que c'est une question de difficulté de mesure ou... Ouais, j'en sais rien. En fait, on s'est jamais posé la question. Et c'est une bonne question, en fait. Mais en fait, c'est une prise de parti. Ok, Une prise de parti, quoi. On peut pas tout faire. Donc, on a pris le parti d'étudier le SNA, point. On Mhm. aurait pu le faire avec le nerf vague, mais bon. Ça marche. Et tout à l'heure aussi, quand tu disais donc, dans le protocole, donc il y a pas mal de gens donc, qui ont un décalage yeux, qui ont un casque pour rien entendre. Euh, et du coup, moi, ça m'a fait penser, tu sais, aux personnes qui font de l'isolation sensorielle. C'est-à-dire qu'on les met dans un caisson, on leur coupe tous les sens, et au bout de quelques secondes, quelques minutes, ils se mettent à avoir des expériences très vivantes, parce qu'en fait, le cerveau ne supporte pas de ne pas avoir d'informations, et du coup, commence à en générer. Euh, Quelle distinction il y a entre ces deux situations, tu vois? C'est comment tu distingues ce que le cerveau va générer, parce qu'il ne supporte pas de ne pas avoir d'informations, vs ce qui émerge vraiment de la consultation. Bah, déjà, il n'est pas coupé de ses sens du toucher. Mhm. Et après, c'est à mettre en relation avec ce que l'ostéopathe soignant vit aussi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de voir si justement il y a une concordance dans les récits. Donc, Ouais, c'est la concordance qui fait la différence, quoi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intersubjectivité. En fait, cette subjectivité qu'est la nôtre, elle n'est pas imaginaire, parce qu'elle est certes difficilement objectivable, mais on peut mettre en évidence qu'elle soit intersubjective. C'est-à-dire que c'est une subjectivité qui se partage. Ok. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense qu'on a bien fait le tour quand même, hein. Et on est à peu près dans les temps. On avait dit 13 heures, 1h30. Donc, si on n'a pas d'autres questions, bah, on va avoir fini. Bon, en tout cas, merci de toutes ces questions et de l'intérêt que vous portez au sujet. Et puis, merci de votre attention. C'était pas un exercice facile. J'espère que j'ai pas trop bafouillé et que ça vous aura éclairé. En tout cas, on est toujours très heureux de pouvoir euh, recevoir des questionnements parce que ça nous met en travail. Il ne faut pas hésiter à nous malmener et à nous envoyer voilà, des questionnements, des réflexions. C'est plutôt bienvenu en fait, hein. Plus Et vous dans ce allez... cas-là, où est-ce qu'on peut vous joindre? Alors en fait, il y a notre page Facebook, Echo, voilà, déjà essentiellement en fait, hein, essentiellement par la page Facebook, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment dans l'adversité qu'on progresse, et du coup, ben, plus on a de détracteurs ou de gens qui osent vraiment nous remettre en question, et c'est bien, et plus on progresse en fait. Donc voilà, faut pas hésiter, quoi. Ça marche. Bah, merci à tous. Merci à tous d'être venus, d'avoir posé des questions. Oui, merci.